Bonjour à tous et bienvenue sur Le Mug en ce mercredi 17 février. On est déjà mi-février, c'est incroyable. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui et sans plus tarder, c'est Le Mug. Bonjour à tous, j'espère que vous avez la forme aujourd'hui. Moi, j'ai la forme, je reviens d'une semaine de vacances et comme vous pouvez vous en douter, ça fait du bien. Du coup, j'ai la pêche ce matin, je suis vraiment ravie de vous retrouver. Je vous avais déjà vu mercredi dernier, mais là, je suis ravie de vous retrouver une semaine après. Premier jour au travail depuis le confinement et Twitch est bloqué au boulot maintenant. Mince. Bon, bah ça sera sur le tel. Mince, JP Géocilomètre. Bah écoute, j'espère que tu veux quand même nous suivre. Je vois qu'il y a mon frère dans la chatroom. Salut. Il me souhaite bon retour. Merci à toi. Lou Jeuneste, Manubop, Night. J'allais dire bonjour au Nightbot. Bah, bonjour Nightbot. Salut Poppy, salut Jim38. Et merci pour ton abonnement. Je vois que tu t'es abonné. 5e mois d'abonnement. Donc un grand merci à toi. Salut Samuel, toujours fidèle au poste. Salut Burberry. J'aime beaucoup comment t'as écrit Burberry. Salut Nice Carny. Oui, oui, les vacances ont fait du bien. Je pense que de voir un peu la famille, toujours en respectant évidemment les mesures sanitaires, voir la famille qu'on n'avait pas vue à Noël, voir l'océan, juste sortir de l'ordi, sortir de chez soi et profiter des quelques rayons de soleil qu'on a eu la chance d'avoir au Pays Basque, ça fait du bien. Voilà, on n'y restait que 4 jours, mais mine de rien, ça fait du bien. Donc oui, d'attaque pour cette semaine qui sera courte du coup et c'est pas plus mal pour reprendre voilà tranquillement. C'était triste les derniers jours sans Jérôme, mais t'inquiète, il trépignait Tacomobile, il trépignait et regardait, il suivait quand même la chaîne, etc. Mais il est impatient également de vous retrouver, même si vous allez devoir patienter encore jusqu'à vendredi, évidemment, pour le mug avec Jérôme, mais vous inquiétez pas, il est dans le starting block. Du coup, sans plus tarder, aujourd'hui, on a pas mal de news, puisque ça fait 3 jours qu'on n'a pas eu de mug, incroyable, et donc du coup on a pas mal de petites news qui sont parues, donc je vais essayer d'aller rapidement, c'est un vrai challenge pour moi, et je vais commencer par un sommaire. On va voir si je fais un sommarion ou un sommaire, vous allez pouvoir me charrier dans la chatroom. Donc on va parler un petit peu des dernières mises à jour pour Trello. Justement on est tombé dessus un peu par hasard avec Jérôme hier, et ça y est, c'est annoncé, il y a plein de petites nouveautés qui arrivent pour Trello et qui ont été définies suite aux besoins liés à l'évolution du travail suite au confinement général, à la pandémie, etc. Donc c'est assez intéressant comment ils essayent de se renouveler tout en gardant la simplicité de Trello. Ensuite, on va parler de Apple qui a fait une petite mise à jour sur son emoji piqûre, seringue. Voilà, et on va voir pourquoi c'est important, pourquoi on en parle. Et puis ensuite, on parlera un petit peu de Shopify versus Amazon. Les sociétés qui se font pas exactement la même chose, mais qui sont pourtant compétiteurs. Donc ça va être très intéressant d'en parler. Il y a des news des deux côtés, donc c'est ça qui est intéressant aussi. Et puis on parlera un peu des chiffres d'abonnement. Et oui, ça fait pratiquement 1 an que Disney+, alors pas en France, parce que je crois qu'en France c'était sorti en mars. Et oui, c'était sorti durant la crise sanitaire. Mais à l'étranger, je crois aux États-Unis, ça fait 1 an, bien 1 an que Disney+ est sorti, et donc on va faire un petit peu un bilan sur les chiffres et on va voir un petit peu la croissance de Disney+ et qu'est-ce que ça veut dire par rapport aux autres acteurs du streaming. Et puis après, on partira, on va s'orienter un petit peu sur un moment audio, voilà, dans l'émission, où on parlera notamment de ces policiers qui, lorsqu'ils voient qu'ils sont enregistrés, vont utiliser de la musique, vont voilà, ouvrir leur téléphone et faire jouer un morceau de musique pour déclencher les robots de contrôle de droit sur les plateformes, notamment Instagram, pour bloquer les vidéos. On sent qu'il y a un ras-le-bol sur l'enregistrement. Ça se passe aux États-Unis, Los Angeles et Beverly Hills.
Voilà. Et puis, on continuera plutôt sur du hardware. Ensuite, on a deux petits brèves sur du hardware, notamment chez Sennheiser, qui sera a priori ouvert pour vendre leur partie ou faire un partenariat pour vendre leur partie audio pour la grande consommation, pour les utilisateurs, et va se recentrer, eux, sur tout ce qui est B2B, donc plutôt professionnel. Donc ça, c'est assez intéressant. Ça peut étonner, mais on va en parler justement ensemble. Vous me direz ce que vous en pensez. Et puis, on enchaînera également du côté de Devialet, qui a un petit hic, quack, on va dire, avec leurs écouteurs sans fil, on va y arriver, leurs écouteurs Bluetooth Gemini, qui ont des petits problèmes logiciels, et donc ils vont stopper la vente et rappeler certains écouteurs, et ils se sont excusés et ils sont en train de travailler sur une mise à jour. Et puis on parlera un peu plus largement de qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui l'audio, le contenu audio dans le contexte de cette crise sanitaire. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on fait que parler de Clubhouse, de Spaces, etc. Et pourquoi toutes les plateformes s'excitent sur le contenu audio. Je vois que ça frise un petit peu, que ça lag. Je sens qu'il va y avoir des super captures d'écran ce matin. Est-ce que vous m'entendez bien? Je vois qu'il y a des gros lags là. Donc du coup, je vais appeler mon technicien, Jérôme, si tu as une astuce là pour que ça ne lag plus. Son 5 sur 5, mais image 1 sur 5, ouais. C'est ce que je vois. Je vois moi-même que ça lag grave. Donc c'est un petit peu problématique. On terminera sur TF1 qui va se lancer sur Twitch. Voilà pour le sommaire de ce matin. J'espère que ça vous plaît. Et on va enchaîner avec le générique du Kawa. Magie, le technicien est ici et j'ai un super... Bonjour, service technique. Alors, c'est quoi le problème? Attends, que j'essaye de comprendre. Comme quoi, les problèmes ne sont pas que sur mon Attends, ordinateur. je vais changer de caméra. Hop. Très belle image, On est beau n'est-ce là. pas? Mais au moins, elle lag pas. Mais attends, je te remets sur la stream. C'est bon, on bouge? Ok, là ça a l'air d'aller. Ça a l'air d'aller. J'ai l'impression que ça lag plus. Bon, t'as compris l'astuce? Oui, j'avais oublié. Tu vas sur cam, tu j'avais changes oublié. ta cam et tu remets la cam. Les merveilles de Au la revoir tout le technologie. Voilà, c'était le petit caméo de Jérôme pour ce mug. Voilà, vous avez râlé parce que vous vouliez voir Jérôme ce matin, bah vous l'avez eu. Bonjour ma petite dame, vous avez essayé d'éteindre et de rallumer. Non, là on n'a pas éteint et rallumé, mais on a juste changé de source de cam. Super réactivité du service technique, je veux le même. C'est pratique, hein, il est juste derrière. Voilà, technicien de combat solide, le Tecos. Bah voilà, tout le monde est en train de féliciter Jérôme pour son intervention extrême. Je vous avoue que là, j'étais un peu en panique avec le freeze. C'est la première fois que ça m'arrive, là, la caméra comme ça. Enfin bon, là-dessus, c'est pas hyper intéressant. Je vous propose de commencer tout de suite avec le premier article qui va présenter quelques nouveautés du coup pour Trello. Alors pour ceux qui connaissent pas, Trello, vous savez, c'est l'outil qui vous permet de travailler avec les boards Kanban. Donc en gros, vous avez des colonnes avec des cartes et vous pouvez les faire bouger d'une colonne à l'autre. Et généralement, les colonnes symbolisent les différents états et progrès, les états d'avancement de votre projet. Et donc vous pouvez visualiser très facilement où vous en êtes, à quelle étape du projet vous en êtes pour chaque projet, puisque les cartes peuvent bouger. Visuellement, c'est très simple, très efficace, et c'est très facile à prendre en main. Hein. C'est pour ça que beaucoup de personnes apprécient énormément Trello. J'en fais partie.
Moi, j'avoue que c'est un outil que j'aime beaucoup pour la simplicité, la flexibilité. C'est le bon compromis entre quelque chose de flexible, simple, et sans rentrer dans des choses trop micro ou trop orientées ingénieur ou design. Je trouve que c'est un bon compromis et qu'importe son poste, tout le monde peut l'utiliser relativement facilement. Donc c'est ça que j'apprécie beaucoup. Mais ce qui est intéressant là, c'est que donc c'est un Trello, pour rappel, ça a été acheté par Atlassian. Atlassian qui a notamment Jira, qui est beaucoup plus, on pourrait dire, compliqué, prisé par certains, détesté par d'autres, comme beaucoup d'outils hein, d'ailleurs. Il y a toujours des détracteurs et des supporters. Mais voilà, et donc là, c'est vrai qu'avec Trello, ils ont un outil qui avait un parti pris d'expérience qui était radicalement différent avec Jira. Mais ce qui est intéressant là, c'est que du coup, ils se sont un petit peu interrogés avec la crise sanitaire, le shift, le changement de nos manières de travailler, avec beaucoup de personnes, la majorité des personnes qui ont travaillé durant un confinement, donc depuis chez eux, qui avaient donc des besoins encore plus importants de montrer de la transparence sur l'état d'avancement de leur travail, de pouvoir un petit peu montrer un peu le travail asynchrone, rassurer les équipes pour avoir toujours plus de transparence sur les avancées et pouvoir quand même travailler avec une certaine autonomie. Et donc, gardant ça en tête, justement, ils se sont posé la question sur quelles étaient les nouveautés sur lesquelles ils pouvaient travailler. D'ailleurs, pour rappel, ils ont plus de 50 millions d'utilisateurs aujourd'hui. Donc, Trello, c'est vraiment un des outils les plus populaires en termes de gestion de projet, d'outils de gestion de projet aujourd'hui. Et donc justement, voilà, c'est ce que nous disait Michael Pryor, hein, le cofondateur de Trello et maintenant qui est le head of Trello chez Atlassian, qui nous disait que justement, maintenant qu'on a plus de 50 millions d'utilisateurs, hein, puisque ça date de 2018 comme chiffre, c'est important de justement s'adapter aux nouvelles contraintes de travail, de notre manière de travailler avec la pandémie. Et donc, notamment, je vais vous lister un petit peu les nouveautés. Ils veulent notamment que Trello permette d'avoir une meilleure vue macro sur quoi les équipes sont en train de travailler elles-mêmes et qu'est-ce qui est en train de se passer à travers les teams, les équipes. Parce qu'aujourd'hui, vous avez des boards. Donc, en fait, comment ça fonctionne, c'est que vous avez Trello, vous avez des groupes qu'on appelle des boards et dans ces boards, vous avez les différentes colonnes. Dans les différentes colonnes, vous avez ces cartes qui sont généralement un projet ou une tâche, etc., que vous pouvez bouger en termes d'avancement. Et en tout cas, chez Alan, comment on l'utilisait, c'est un board, une équipe. Voilà, mais du coup, vous ne pouviez pas avoir une vue qui rassemblait toutes les équipes. Donc ça, potentiellement, ça peut être un problème pour avoir une vue synthétique qui montre un petit peu sur quoi toutes les équipes sont en train de travailler. C'était pas possible jusqu'ici. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des vues, notamment la vue liste. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, vous aviez que la vue Kanban par colonne. Et maintenant, vous allez pouvoir changer cette vue avec différentes vues qui vont avoir leurs avantages et leurs inconvénients en fonction de ce que vous souhaitez visualiser. Donc, c'est ça qui est intéressant. Et donc, vous avez une vue Table View, pour voir justement à travers toute la société quels sont les différents projets. Donc je vais essayer de vous montrer un petit peu la vue. Donc la Table View, c'est une liste. Hein. Alors vous voyez pas trop parce que j'ai une luminosité un peu trop importante. Voilà, mais c'est Table View assez basique. Vous pouvez voir en haut que vous avez différents titres que vous pouvez supprimer, ajouter. En fait, ce sont les titres des boards. Donc, c'est la seule view, la Table View, c'est la seule vue qui vous permet de visualiser le progrès à travers plusieurs boards. C'est justement de ce dont il parlait, pouvoir donner cette visibilité sur plusieurs équipes. Donc, ça, c'est la seule qui vous permet de faire ça. Une qui a été très demandée, et je sais que Jérôme, justement, l'a demandé parce qu'il m'a posé la question cette semaine si ça existait et je disais a priori non, je ne connaissais pas ça chez Trello et en cherchant en 2 secondes j'ai trouvé qu'ils étaient en train de le développer, que c'était en bêta, donc ça c'était assez rigolo. C'est la vue en timeline.
Donc là, tout simplement, c'est pour vous aider à visualiser les différentes deadlines pour chaque tâche et où ils en sont et où est-ce qu'on en est quoi des différentes équipes et quand est-ce qu'est la date critique pour tel projet, quelle est la date de rendu entre guillemets. Donc ça voilà, on a cette timeline view qui va pouvoir être assez utile. On a la calendar view également. Alors oui. Non, c'est différent. On a la timeline view pour voir justement les différentes étapes. Et puis on va avoir la calendar view pour traquer justement les deadlines et les tâches qui sont très liées à des dates précises. Donc voilà, ça c'est assez pratique. On a également une map view. Pour les utilisateurs qui ont des tâches qui sont liées à des localisations spécifiques. Voilà, donc c'est assez flexible. Hein. Il y a quand même pas mal de vues qui arrivent. C'est quand même un gros changement. Et c'est assez intéressant, je trouve, comme démarche. Surtout que pour chaque vue, du peu que j'ai vu, hein. J'ai vu la même chose que vous, même si c'était pas très évident avec le changement de luminosité, j'ai vu la même chose que vous, les screenshots sont relativement limités. Ce qui est intéressant, c'est que à la fois Trello permet une meilleure visibilité et visualisation en fonction de vos besoins en termes d'informations prioritaires, mais de l'autre côté, ils ont réussi a priori à garder cette simplicité qui rend Trello très efficace. Donc c'est ça qui est intéressant, ils font pas de compromis là en essayant d'ajouter des calques de complexité d'informations supplémentaires qui finalement transformeraient Trello en un autre outil et perdrait l'avantage de Trello en lui-même. Voilà, donc c'est juste pour vous donner différentes perspectives et ça c'est assez intéressant. Autre chose très intéressante, c'est que toute cette logique de vue, donc en gros, maintenant quand vous entrez dans un board, vous pouvez choisir, vous avez en haut à gauche un petit choix, une petite liste de drop-down où vous pouvez choisir quelle vue vous voulez avoir pour ce board. Par défaut, c'est Kanban, mais vous pouvez le changer. Vous allez... Justement, ces vues vont pouvoir être ouvertes aux applications tierces, c'est-à-dire des développeurs externes à Trello vont pouvoir proposer des vues enrichies. Donc là aussi, on est sur le même principe que les power-ups, les espèces d'extensions de Trello qui peuvent être gratuites ou payantes. C'est ouvert aux développeurs tierces, donc ça c'est super intéressant. C'est-à-dire que voilà, c'est ouvert à n'importe quel développeur et pas uniquement à l'équipe de développement Trello. Donc ça, encore une fois, très souple et très intéressant. Autre chose intéressante, c'est que l'équipe de Trello a ajouté notamment 30 nouveaux types de cartes qu'il est possible d'avoir dans Trello. Donc en fait, ce qu'ils font, c'est que si vous ajoutez un lien, qui peut être soit un lien YouTube, Google Drive, Figma, c'est un outil de design, c'est d'ailleurs celui qu'on utilise chez Alan. C'est là où on fait nos maquettes, etc. Jira, etc. En fait, ça va permettre de donner des previews, de prévisualiser, entre guillemets, vraiment le contenu même de votre lien. Donc on peut imaginer, hein, alors là moi j'ai pas d'exemple dans l'article, donc je peux pas vous dire à quoi ça va ressembler, mais en tout cas ce qu'on peut imaginer c'est que du coup la carte vous donne directement accès à la vignette de la vidéo, donc vous voyez exactement ce que c'est, et peut-être le titre de la vidéo en lui-même. Pour Jira, vous allez pouvoir retrouver exactement le contenu de votre carte Jira dans la carte Trello. Donc voilà, vous allez pouvoir faire ça. De la même manière pour Figma, potentiellement, ça va vous permettre de prévisualiser également la maquette qui correspond au lien que vous avez partagé. C'est quelque chose qui existe déjà, notamment sur l'outil Notion, par exemple. Vous pouvez carrément, quand vous copiez-collez le lien de Figma, d'une maquette, ça va vous afficher directement la maquette. Donc ça, c'est assez pratique pour la collaboration. Et puis, l'autre chose intéressante, c'est que maintenant, des cartes pourront, ce qui était très demandé notamment chez Trello, c'était d'avoir des cartes miroirs, c'est-à-dire une carte qui appartient à un board et pouvoir l'avoir visible dans un autre board et donc d'avoir exactement les mêmes infos. Voilà, donc c'était pas possible jusqu'ici, maintenant ça va bientôt arriver. A priori, la visualisation de différentes manières avec différentes vues de vos boards est disponible uniquement pour la formule payante, ce qui est assez logique, mais voilà, je tenais quand même à le préciser. Ah, il y a des teams Notion, il y a des teams Trello, je vois dans le chat. Donc tout ça est dispo pour les abonnements business et entreprises. J'aimerais bien avoir les stats car je pense qu'une grosse majorité est en free.
En effet, Globum, c'est une très très bonne question. Je pense que quand même pour beaucoup de sociétés, en fait, je me souviens plus exactement avant ces nouveautés. Qu'est-ce qui différencie exactement la formule business de la formule free? Enfin, la formule payante de la formule free. Donc, je suis pas capable de te dire, en effet, la probabilité qu'il y ait beaucoup de personnes qui payent ou non pour Trello. Honnêtement, j'en ai aucune idée. Donc, je peux pas te répondre. Mais en tout cas, là, ça donne un argument supplémentaire pour passer sur la formule payante. Et je trouve ça assez intéressant. Parce que je pense que beaucoup de sociétés seront intéressées justement par la flexibilité de ces vues. Est-ce qu'il y a des SLA plus importants quand on est en business? C'est-à-dire, est-ce que tu peux détailler ta question, Néo? Team Trello. Moi, je suis Team Trello également. Hein. Si je devais choisir. On a les deux, on a Notion et Trello. Et en fait, ça fait pas la même chose. Même si vous avez la possibilité d'avoir des boards Kanban dans Notion, voilà. Mais c'est un avis très personnel. C'est très très personnel. C'est-à-dire que Notion, ça fait tout et n'importe quoi. Et j'ai l'impression, en tout cas moi c'est mon sentiment, c'est que comme ça essaye de faire tout, ça ne fait rien de très bien. Voilà, c'est un peu méchant dans la manière dont je le tourne, mais c'est un peu le problème de ces outils qui font 36 000 trucs, qui sont du coup hyper complexes à prendre en main. Je veux dire, la première fois que vous utilisez Notion, eh ben, bon courage, quoi. Donc c'est très difficile à prendre en main, c'est assez, ça peut être complexe, il y a des notions de base de données, etc., de connexion. Donc on peut faire mais vraiment plein de choses, c'est beaucoup plus sophistiqué que Trello, vous pouvez faire beaucoup plus de choses que Trello, mais en fait au final, c'est quand même assez pénible à utiliser au quotidien, alors que Trello, certes c'est moins flexible, vous pouvez faire moins de choses, mais au final ça fait très bien ce que son cœur de métier, quoi. Voilà. Rien que de taper du texte dans Notion, c'est une prise de tête. Mais bon, là pour le coup, après, c'est des avis personnels, évidemment. Voilà. Je suis pas en train de dire que Notion n'est pas un bon produit du tout. On a chacun aussi des manières d'utiliser qu'on préfère. J'utilise Asana. Alors moi, j'ai jamais utilisé Asana. ClickUp, je connais pas non plus. Moi, j'utilise des post-it. J'utilise aussi des post-it, Nalik, Eric. L'un n'empêche pas l'autre. Hein. Après, il y a des complémentarités d'outils. Je veux dire, est-ce qu'on a un taux de disponibilité plus important en business qu'en free? C'est-à-dire de l'équipe... si tu as un problème de l'équipe support, parce qu'en fait, les SLA, ça peut correspondre à plusieurs choses. Ça, je sais pas. Encore une fois, comme je vous disais, je ne connais pas les détails de la formule free et business. Mais n'hésitez pas à vous renseigner. Déjà que pour utiliser pleinement Jira, c'est pas simple. Bah exactement, enfin Jira, c'est également complexe aussi. C'est un outil complexe. Ça fait partie de ces gammes d'outils complexes, tout à fait. Donc voilà en tout cas pour Trello. Donc pour les fans de Trello, vous pouvez vous renseigner un petit peu plus sur ces nouveautés. Un grand merci à toi Edo Votin pour ton abonnement. Voilà, 6e mois d'abonnement. Et également merci à Au Grand Maître pour ton abonnement. 3e mois d'abonnement. Un grand merci à vous deux. J'espère que je n'ai pas raté trop de monde. Merci à Macalga également et à Yotings82. Voilà, je crois que j'ai pas... Voilà, je crois que j'ai dit tout le monde. Léo Dessus aussi, je crois que je t'ai pas remercié. Un grand merci à toi, Léo Dessus 974. Voilà en tout cas pour Trello. On enchaîne avec le petit emoji, le fameux emoji seringue qui est de plus en plus utilisé actuellement puisqu'en fait l'emoji piqûre ou seringue c'est celui qui est utilisé largement pour parler notamment des campagnes de vaccination. Vous savez que ces campagnes de vaccination contre le Covid-19 se passent partout dans le monde par les différents pays et donc c'est vrai que la notion de campagne de vaccination est au cœur des discussions aujourd'hui. Et donc du coup, l'intérêt d'avoir un emoji qui est pertinent et adapté à ce dont on parle devient de plus en plus important parce que la visibilité de cet emoji accroît.
Voilà, et donc du coup, ce qu'on voyait, alors là, j'ai pas d'exemple, mais si vous regardez l'emoji Apple, de la seringue, et ben, en fait, au bout de la seringue, vous aviez une goutte rouge et donc ça sous-entendait qu'il y avait la notion de vaccin était liée au sang, ce qui est faux, en fait. En tout cas, on vous prélève pas du sang quand on vous fait un vaccin. Donc ça rendait l'emoji pas super, super pertinent pour, lorsque l'on parlait, en tout cas, d'un vaccin. Ça faisait peut-être plus référence à un don du sang où on prélève du sang. Mais là, du coup, c'était pas tout à fait adapté. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est qu'Apple a modifié légèrement son emoji seringue pour enlever la fameuse goutte de sang, tout simplement. Cette goutte rouge. Voilà, donc pour permettre justement un usage plus global et surtout ne pas donner de mauvaises conceptions sur vous allez saigner quand on vous fait un vaccin pour pas voilà, créer de crainte là-dessus. Voilà, certains le mettent pour dire qu'ils sont vaccinés, tout à fait. Donc c'est intéressant de voir un petit peu l'importance que ces emojis prennent sur le discours et la communication globale à l'échelle mondiale. Je trouve ça super, super intéressant comment l'importance du design peut communiquer ou mal communiquer un message. Et donc là, justement, pour éviter les craintes liées au vaccin, Apple a décidé en tout cas d'enlever cette goutte de sang. Voilà, je ne voulais pas passer plus de temps là-dessus. Elle contient toujours du rouge dedans. Alors en fait, Elec, j'ai pas de capture d'écran dans l'article, mais a priori, la seule chose qui a été modifiée, en effet, c'est la goutte à la fin de... excusez-moi, j'ai oublié de me mettre en silencieux. Corrigé. C'est la goutte à la fin de la seringue. Donc c'est tout à fait possible que l'intérieur de la seringue reste rouge en lui-même, tout à fait. Voilà. On coupe un peu la poire en deux, quoi. Merci FR Jess qui offre un abonnement à la communauté. Grand merci à toi. Et du coup, Pascal M, j'espère que tu profiteras bien du coup de cet abonnement. Voilà. Merci encore à David Mbro qui s'est abonné également, 5e mois d'abonnement. Un grand merci à toi, toujours un plaisir de vous retrouver. Plaisir partagé. Voilà, les gens sont si bêtes, super chinoise, c'est pas du tout une question de bêtises, c'est juste de mauvaise communication. C'est-à-dire que quand tu mets un visuel qui va communiquer quelque chose de différent au message que tu essayes de communiquer, ben voilà. C'est-à-dire que si tu parles d'un vaccin et qu'à côté tu utilises un emoji où il y a une goutte de sang, ben naturellement tu vas dire « Ouh là là ça a l'air un peu intimidant, ça va en plus accroître la peur liée à la piqûre en elle-même. Voilà, on vous plante quand même une aiguille dans le bras, donc ça fait peur en fait. Donc enlever cette notion de goutte de sang, etc., ça peut calmer un peu et réduire cette peur et cette mauvaise conception liée au vaccin. Donc non, c'est pas une notion de bêtise, hein. C'est une notion d'affordance entre les différents outils de communication que tu as. C'est comme choisir les bons mots pour communiquer le bon message. Voilà. Si tu utilises les mauvais mots, les gens vont potentiellement mal comprendre le message. Si tu utilises le mauvais visuel, les gens vont mal comprendre le message également. Donc c'est très important et c'est naturel. Voilà en tout cas pour l'emoji. Et je vous propose d'enchaîner sur la news qui me paraissait particulièrement intéressante ce matin, c'était prendre des nouvelles de Shopify et Amazon. Pourquoi je veux vous parler un petit peu de ces deux-là ? Déjà, je vais vous rappeler c'est quoi Shopify. Shopify, c'est une société canadienne déjà, donc c'est pas américain. Ça fait voilà, on varie un petit peu, ça fait plaisir. Tout ne vient pas des États-Unis. Donc Shopify, c'est une société canadienne qui en fait a pour but de donner des outils aux marques et aux petits commerces, au commerce, hein, pas que au petit commerce, de permettre de vendre leurs marchandises. Voilà. Donc c'est vraiment des outils qui vont permettre aux marchands de faire justement leur commerce en ligne. Et notamment, il y a la possibilité de faire sa propre boutique e-commerce, d'avoir des modules de paiement faciles qui s'appellent notamment ShopPay et que les gens puissent du coup faire des transactions. Donc en fait, faire un site e-commerce devient beaucoup plus facile, beaucoup plus accessible à n'importe quel type de marque et de commerce. Et donc ça, c'est intéressant. Et du coup, c'est
complètement à l'opposé d'Amazon, puisque chez Shopify, chaque marque aura son propre site e-commerce qui utiliseront la technologie de Shopify, voilà, et le système de paiement Shopify, mais ça sera des adresses différentes, des adresses URL différentes, etc. Donc vraiment, chaque marchand est maître de sa communication, du choix de comment agencer sa boutique e-commerce, etc., en fonction des possibilités, de la flexibilité, évidemment, de la plateforme Shopify, mais ils auront chacun leur site. Alors que sur Amazon, c'est évidemment une marketplace, c'est le parti pris d'Amazon, où tout plein de marchands vont se rassembler sur le même site web, qui est le site web d'Amazon, amazon.com, amazon.fr, etc., en fonction du pays, et qui vont mettre à disposition leurs produits sur le marketplace Amazon. Donc là, il n'y a pas de notion de brand, de marque, d'image de marque, de logo, etc. Ça sera sous la houlette d'Amazon et ça sera sous le formatage Amazon. Toutes les fiches produits sont pareilles, etc. etc. Enfin, en fonction de certains, évidemment, critères sur Amazon, voilà. Et donc voilà, on a vraiment deux business models qui sont à l'opposé, mais qui au final sont en compétition. L'un va permettre aux marchands d'être indépendants et de pouvoir vendre leurs marchandises, mais en étant indépendants, c'est Shopify, voilà, avoir leur URL et gérer leur communication marketing, brand, enfin de marque, etc. Et de l'autre côté, on a Amazon qui va gérer tout le canal de distribution et de vente. Alors pas distribution parce qu'en effet, c'est les marchands qui peuvent gérer l'envoi, mais tout le canal d'achat et de vente sur Amazon. Voilà, donc on est vraiment sur deux business models qui s'entrechoquent. Et ce qui est intéressant, c'est que Shopify est quand même une société super, super récente. Et rappelez-vous, on se disait, quand Amazon existait, personne va pouvoir concurrencer Amazon. Et bien là, on a Shopify qui vient de nulle part et qui a explosé, surtout durant 2020 avec l'année, avec évidemment la crise sanitaire et le confinement, etc., où justement les gens ont passé plus de temps chez eux. Ils ont commencé on a une relation un peu différente maintenant aux marques et on tend à suivre un peu plus de près les marques qu'on apprécie particulièrement, que ce soit sur les réseaux sociaux ou sur leur site internet avec les newsletters, etc. Et donc au final, on est en train de court-circuiter un petit peu le modèle d'Amazon. Donc c'est ça qui est très très intéressant. Pourquoi je vous parle de Shopify et d'Amazon aujourd'hui ? Tout simplement parce qu'il y a des nouveautés. Du côté de Shopify, ils vont proposer leur module de paiement, leur option de paiement qui s'appelle ShopPay, qui sera disponible désormais sur Facebook et Instagram. C'est-à-dire que maintenant, si vous êtes une marque et que vous utilisez Shopify, que vous ayez votre site internet ou même que vous vendiez des produits via Instagram et Facebook, vous allez pouvoir utiliser le même module de paiement qui est donc ShopPay. Donc ça, c'est intéressant. Shopify va se positionner vraiment comme une plateforme d'outils e-commerce mis à disposition vraiment pour les marchands qui sont sur Shopify. Et donc c'est intéressant parce que du coup, voilà, ça sera plus facile à gérer, à centraliser les commandes, etc. si on utilise le même module de paiement. Donc ça, c'est bien joué de la part de Shopify. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire de plus ? Shopify avait l'intégration... Alors attendez... que je relise. Il y a une croissance de 36% des utilisateurs actifs mensuels durant la pandémie, de mars à avril 2020, sur tout ce qui était le marketing via Facebook et Instagram concernant les outils Shopify. Donc c'est ça qui est intéressant, ils ont vu le potentiel, et c'est ce qu'on a vu aussi, Facebook et Instagram s'arment énormément, se musclent énormément en termes de fonctionnalités e-commerce. Instagram est assez impressionnant là-dessus, et donc le fait de pouvoir proposer ces modules de paiement Shopify directement sur Instagram, c'est évidemment une suite assez logique, en tout cas pour Shopify. Voilà, et donc c'est déjà utilisé sur de nombreuses marques. On a notamment aujourd'hui plus de 40 millions d'acheteurs qui utilisent régulièrement ShopPay sur ces différents marchands. Voilà. C'était principalement ça que je voulais vous dire.
Mais voilà, donc c'est intéressant et c'est assez remarquable hein, l'intégration que poursuit Shopify. Et comme ils ont été le premier, enfin pas le premier forcément avec ce business model, mais le premier à vraiment avoir du succès, c'est intéressant comment ils se positionnent en face d'Amazon. Et du coup, si on regarde un petit peu à ce qui se passe du côté d'Amazon, bah, tout simplement, Amazon a commencé commence à se poser des questions un petit peu sur ce business model différent auquel ils ne croyaient pas forcément, hein, puisqu'ils s'étaient concentrés sur l'aspect marketplace. Et ben, ils ont fait l'acquisition d'une startup qui s'appelle Selz. S-E-L-Z, et qui est justement un compétiteur de Shopify. C'est une startup qui a 7 ans aujourd'hui et qui permet justement à des marchands, des entrepreneurs, de vendre leurs produits en ligne, tout simplement. Voilà, et donc c'est pour pouvoir avoir une compétition, comment dire, je vais y arriver. Un produit qui peut rentrer en compétition directe avec Shopify. Voilà. Donc on a cette acquisition. On voit du coup qu'Amazon commence à prendre au sérieux un petit peu justement la compétition de Shopify. Selz a été fondé à Sydney, donc Australie, et emploie aujourd'hui 50 personnes et ils ont fait une levée de fonds pour un total de 11 millions de dollars si on se base sur les informations de Crunchbase aujourd'hui. Voilà. Et donc, c'est vraiment des outils et de la technologie qui vont aider les petits business à gérer leur site e-commerce, évidemment, et à faire la gestion des paiements également. Donc, on est vraiment sur exactement le même créneau que Shopify, évidemment. Et donc on a vu justement avec Shopify, encore une fois, hein, durant la pandémie, ils ont vu leurs revenus augmenter jusqu'à 767 millions de dollars au troisième trimestre 2020. C'est une croissance de 96%. Voilà, une croissance de 96%. Alors je ne sais pas si c'est trimestre après trimestre ou par rapport à l'année précédente. Ils ne précisent pas là dans l'article. Voilà. Et aujourd'hui, Shopify d'ailleurs est disponible à travers 175 pays. Et donc en termes de marques très connues auxquelles on peut faire référence, on a Allbirds, Heinz et Staples Canada. Donc voilà, il y a quand même des grands noms là-dessus. Hein. Donc ce sera très très intéressant de voir un petit peu comment ces deux... alors, j'allais dire ces deux géants, mais Shopify, on ne peut pas encore le qualifier de géant, mais en tout cas, ils ont une croissance fulgurante. Et Shopify, c'est un Ruby on Rails, et ça, c'est bien. Ah, ça y est, là, on a les ingénieurs qui vont prêcher leur paroisse. On vous posera la question, c'est quoi les avantages de Ruby on Rails comparé à d'autres langages ou... Merci Remdam pour ton abonnement, un grand merci à toi. D'après un organisme bruxellois, les 2 confinements auraient fait gagner 5 ans d'avance sur le e-commerce. Oui, Pef, c'est assez impressionnant quand tu vois l'acte de l'image de nouveau. Bon, alors, on va refaire la petite manip, on va voir si Marion arrive à le faire elle-même. Alors là, on est sur la moche caméra, on essaie de repasser sur Logitech. Là, ça a l'air d'aller, j'ai l'impression que ça ne lag plus. Voilà, merci pour l'info en tout cas, Maxalo. J'aime beaucoup ton pseudo d'ailleurs. 5 ans d'avance, mais combien avait-on de retard? En fait, ça dépend des pays, évidemment. En France, on n'est pas forcément super à la pointe en termes de e-commerce. Il y a des pays qui sont plus avancés que nous, mais il y a des pays qui sont moins avancés que nous également. Dans tous les cas, ce qu'on voit, c'est qu'il y a quand même un bond pour tous les pays sur le développement du e-commerce, et c'est ça qui est vraiment intéressant. On note qu'il y a vraiment eu une accélération, pas exactement la même dans tous les pays, mais pour tous les pays, il y a eu quand même une certaine accélération. Et c'est ça qui est intéressant. Et c'est sur cette mouvance justement que Shopify mise beaucoup. Et Amazon, d'ailleurs, a misé énormément. Hein. C'est pas les seuls. Donc voilà, en tout cas, pour Shopify et Amazon. On vous tiendra évidemment au courant des différentes initiatives des deux sociétés. Merci beaucoup Cybersam pour ton abonnement. Un grand merci à toi. C'est ton 5e mois d'abonnement. Merci encore.
on parlait justement de croissance durant la pandémie, de progression, etc. Il y a d'autres chiffres qu'on peut partager, et cette fois-ci, c'est du côté de Disney+, un petit peu. On va prendre des nouvelles un peu sur le nombre d'utilisateurs qu'ils ont atteint. Alors, on en avait déjà parlé, mais là, on a un graphe qui est assez intéressant. Moi, j'aime beaucoup Axios comme site d'information. Je trouve qu'ils ont une capacité à synthétiser les informations et à donner un point de vue, une perspective différente et enrichissante des problématiques que ça soulève, des différents sujets qui sont très, très intéressantes. Donc, c'est pour ça que je voulais vous en parler ce matin. Et donc, on a un graphe. Alors, j'espère que vous allez pouvoir bien le visualiser là, si je vous le montre. Voilà, qui montre un petit peu donc le nombre, la croissance entre Q2 2010, donc c'est le deuxième trimestre 2010, et le quatrième trimestre 2020, donc Q4 2020. Voilà, donc là on voit le premier c'est Netflix. La mise au point de la caméra est trop bonne. Le deuxième c'est Amazon Prime, je vais pas y arriver. Le troisième c'est Disney+. Le quatrième, c'est Hulu, qu'on n'a pas en France, si je me trompe pas. CBS All Access et Showtime. Et en dernier, HBO Max. Donc, je crois, il me semble, que les trois derniers ne sont pas disponibles en France. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas disponibles dans d'autres pays que les États-Unis, mais en tout cas, ils ne sont pas disponibles en France, il me semble. Ce qui est intéressant, c'est que du coup, Netflix, Amazon Prime et Disney+ sont disponibles vraiment à l'international. Et ce qui est intéressant, c'est de voir un petit peu la forme des courbes également. Netflix, donc ça existe, là on a donc le début au deuxième trimestre 2010, où ils ont une courbe et ils ont atteint du coup au quatrième trimestre 2020 203,7 millions d'utilisateurs, enfin d'abonnés Netflix, on va dire ça comme ça. Ensuite, on a Amazon Prime qui ont atteint au quatrième trimestre 2020 150 millions d'abonnés. Et donc d'ailleurs, on note qu'il y a un plateau pour Amazon Prime. Il y a peut-être un problème d'investissement sur le contenu pour Amazon Prime. Leur stratégie n'est pas très claire, mais comme souvent un peu avec certains produits Amazon, ils font tellement de choses qui sont peut-être pas super concentrés sur Amazon Prime. Et surtout que généralement, quand les gens souscrivent à Prime, c'est pas forcément pour le service de streaming en tant que tel, mais c'est pour les avantages de livraison. Donc il y a ça aussi où c'est assez intéressant. Et donc ça serait intéressant de voir plus que le nombre d'abonnés pour Amazon Prime, ça serait le nombre d'utilisateurs actifs mensuels, potentiellement, ce qui donnerait peut-être une meilleure visibilité, une meilleure compréhension pour Amazon Prime. Mais bon, on va pas chipoter. Et puis, on a donc Disney+, qui arrive, eux, à 94,9 millions d'abonnés à Q4 2020, alors qu'ils ont commencé en 2019. Enfin, fin 2019. Voilà, pour rappel, fin 2019 ou mars 2020 pour certains pays, ça dépend évidemment de quel pays on parle. Et donc du coup, en fait, on a une courbe pour Disney+, qui est genre verticale, quoi. Est-ce que je peux tenter de vous la remontrer? C'est la troisième. Vous pouvez voir ici, là, hop, elle est vraiment verticale. Donc ça, c'est assez impressionnant comment Disney+ a pu vraiment avoir une croissance de cette manière-là. Donc en un petit peu d'un an, Disney a atteint pratiquement la moitié du nombre d'abonnés de Netflix. Netflix qu'ils ont eu du coup une dizaine d'années, 10 ans pour atteindre ce nombre d'utilisateurs. Ce qui est également intéressant, où là il faut prendre un petit peu plus de perspective, c'est que les autres géants, ou les géants traditionnels de la télé, etc., eux galèrent un petit peu plus en termes de nombre d'abonnés, à se faire une place sur le marché par rapport à Disney+ et Netflix. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est qu'un consommateur américain serait prêt à payer environ $42 par mois pour des services de streaming. Donc ça veut dire à peu près 3 services par mois sur lequel il serait prêt à payer. Et donc du coup, entre Disney et Netflix, il ne reste plus qu'une place. Et donc du coup, c'est vrai que la compétition devient de plus en plus compliquée. C'est ce qu'on avait déjà abordé. Ce que je peux vous dire également,
et là où il faut mettre un petit peu en perspective les nombres de Disney, c'est qu'ils ont inclus dans les nombres d'abonnés l'abonnement indien qui s'appelle Hotstar, et du coup qui n'est pas du tout au même prix. Parce qu'évidemment, en fonction des pays, les prix vont être adaptés en fonction du niveau de vie, etc. Évidemment. Et en Inde, le niveau de vie est évidemment pas du tout le même que dans certains autres pays dans le monde. Et donc, du coup, ça va évidemment impacter le prix de revient qu'un abonné revient à Disney+. Et donc, du coup, Disney fait beaucoup moins d'argent par abonné que Netflix aujourd'hui, parce que les prix sont beaucoup moins chers chez Disney, et notamment sur sa contrepartie indienne. Voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est que Disney+ a su capitaliser sur la marque Disney, qui est connue et reconnue à l'échelle internationale, pour faire un lancement en fanfare et donc booster l'adoption et la souscription à leur service. Et ils ont battu, évidemment, c'est ce qu'on avait mentionné il y a quelques semaines, battu leurs attentes. Et ça, c'est plutôt assez encourageant, ce qui montre aussi pourquoi ils sont prêts à investir de manière forte dans la production de contenu. C'est ce qu'on a abordé, on l'a abordé en décembre et début janvier sur la réunion des investisseurs avec tous les projets de contenu produits par Disney. C'est assez dantesque quoi, en termes de production. Donc c'est ça qui est intéressant. Ils ont vu qu'il y avait vraiment un angle streaming qui va devenir potentiellement un enjeu très très fort dans les revenus de la société Disney. En tout cas, voilà, je voulais juste refaire un petit peu le point sur la croissance de Disney qui était quand même assez remarquable. Et voilà pour les news tech, c'est terminé. Je vous propose d'enchaîner tranquillement avec la tartine musique. Alors on a quelques petites news musique et je trouvais ça intéressant de les regrouper ensemble. Voilà, parce qu'il y a une tendance plus globale sur le contenu musique qui émerge et qui devient plus propice grâce à différents facteurs. Donc on en parlera à la fin, à la clôture de cette tartine. Mais en tout cas, en petite news assez intéressante, c'est notamment comment les policiers peuvent détourner les règles de copyright sur Instagram et les différentes plateformes de réseaux sociaux pour arrêter et lutter contre l'enregistrement inopiné des policiers. Alors attention, je ne suis pas en train de dire que les actions prises par ces policiers sont bonnes ou mauvaises, mais plus pour dire comment on peut trouver des outils pour détourner les règles de copyright pour lutter contre certaines pratiques. Voilà. C'est surtout ça, cet angle-là qui m'intéresse ce matin. Donc, qu'est-ce qui se passe concrètement ? Excusez-moi. Aux États-Unis, on a donc des policiers qui vont détourner les règles de copyright d'Instagram pour empêcher certains activistes de les filmer. En fait, il y a plusieurs activistes qui vont activement demander des comptes aux policiers, pourquoi vous avez pris telle décision, etc., qui vont aller les challenger, entre guillemets, que ce soit dans la rue ou directement se rendre au poste de police, et vont les enregistrer pour pointer du doigt des défaillances du système policier ou des mauvaises prises de décision, essayer que les policiers prennent la responsabilité de leurs actions. Voilà, alors on est pour ou contre ce genre de démarche. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'en effet, ça donne un climat de méfiance envers les policiers, justifié ou non. Encore une fois, c'est pas le débat de ce matin, je ne veux pas rentrer dans ce débat-là. Mais en tout cas, clairement, ça donne une certaine fatigue du côté des policiers, et donc ils vont trouver, et en tout cas ils ont trouvé, une manière de riposter contre ce genre de méthode d'enregistrement.
Donc, ce qui s'est passé, c'est que il y a un activiste américain qui s'appelle Sennett Devermont, qui est donc un activiste américain anti-violence policière, qui donc a pour but de dénoncer les violences policières, qui a depuis 2011 créé Mr. Checkpoint pour inciter justement les citoyens à toujours filmer la police, et donc il le fait lui-même. Donc il a son compte Instagram et il poste ainsi de nombreuses vidéos voilà, où il filme les policiers, il leur parle, etc. Et là, justement, il y a un nouveau phénomène qui émerge, qui est le but dont je voulais parler ce matin, c'est que des policiers se mettent à diffuser de la musique quand ils comprennent qu'ils sont filmés. Et donc, le but, c'est qu'ils diffusent de la musique qui vont déclencher les copyrights d'Instagram et qui vont bloquer la vidéo et sa diffusion sur les différentes plateformes sociales. Donc ça, c'est assez intéressant. Donc il y a une vidéo notamment du 12 février où on voit un policier qui utilise tout simplement son téléphone pour jouer le titre Yesterday des Beatles. Donc si vous voulez voilà, exciter les robots de copyright, vous êtes sûr qu'avec les Beatles, ça va fonctionner à fond. S'il y a bien un groupe sur lequel les droits vont être détectés rapidement, ça va être les Beatles, quoi. Donc là, en termes d'efficacité, on est au top. Donc là, Yesterday, voilà, qui est joué pour pouvoir bloquer, justement, avoir l'algorithme d'Instagram qui détecte la musique et qui bloque, du coup, le contenu et supprime automatiquement la vidéo ou interrompre le live automatiquement. Et de toute façon, si l'algorithme de modération ne faisait pas son boulot correctement, les utilisateurs pourraient toujours signaler manuellement la vidéo indésirable. Mais là, c'est un peu plus compliqué. Là, pour le coup, si on doit le faire manuellement et qu'il y a des reposts, etc., c'est un peu plus galère. Mais en tout cas, voilà. Et c'est des choses où ça s'est déjà produit. Hein. Il y avait notamment des chercheurs, en tout cas pas déjà produit, mais ça avait été déjà anticipé comme démarche. Notamment les chercheurs Nick Simmons et Adam Holland, à l'été 2020, avaient notamment analysé que la suppression de nombreuses vidéos Black Lives Matter des plateformes sociales avait conclu que la police pouvait facilement utiliser cette technique justement comme une arme afin d'empêcher la diffusion de certaines vidéos. C'est bien vu, on ne peut pas nier le fait que justement cette technique, c'est de contourner ou en tout cas de détourner la technologie et ces algorithmes pour faire respecter les copyrights musicaux sont détournés pour lutter contre certaines pratiques, encore une fois à tort ou à raison, voilà, c'est pas le sujet ce matin, ça reste malin mais c'est également flippant. Voilà, donc en effet c'est intelligent mais c'est flippant, surtout dans certains contextes qui vont être particulièrement problématiques, mais voilà, en tout cas ça va limiter la propagation. Mais voilà, je voulais en parler parce que je trouvais que justement la démarche était intéressante et c'est un phénomène qui se propage en tout cas. Autre chose intéressante, on a deux petites news hardware que je voulais mentionner ce matin rapidement. C'est du côté de Sennheiser. Sennheiser a annoncé mardi qu'ils étaient en train de chercher un partenaire pour racheter leur division d'audio pour les consommateurs, donc leur division B2C audio pour racheter donc tout ce qui était casque, barre de son, etc. pour se concentrer et se reconcentrer sur leur cœur de business qui était donc l'audio professionnel, donc B2B. Voilà, et notamment qui inclut leur division microphone Newman. Voilà, donc ils vont vraiment vouloir se concentrer, Sennheiser va vouloir se concentrer vraiment et exclusivement sur leur division professionnelle. Ce qui est intéressant, c'est que si on regarde les chiffres, certes, ils ont eu quand même une grosse croissance. Ils ont eu des ventes records en 2019 sur leur division consommateur de 393 millions de dollars, ce qui représente 52% de leurs ventes en 2019. Mais ils ont quand même atterri légèrement négatif en termes de profit, puisqu'avec les taxes et les intérêts, et donc du coup, ce qui fait peut-être que la division consommateur est peut-être moins rentable en termes de retour sur investissement que la division professionnelle. Donc c'est là peut-être le constat qu'ils font et c'est pourquoi ils cherchent en tout cas un partenaire pour se concentrer sur la division consommateur et eux, en tout cas Sennheiser, se concentrer principalement sur la professionnelle. Ce qui est intéressant également, c'est qu'ils ont dû, parce qu'ils font face quand même à une pression sur le marché consommateur assez
féroce avec Apple, Bose, Sony, etc. Et donc du coup, c'est-à-dire qu'on casse un peu les prix, et donc c'est moins intéressant en termes de marge, hein, c'est pour ça qu'ils ont atterri probablement un peu en négatif. Et surtout, ils ont démarré, ils ont pris du retard notamment sur tout ce qui est les casques et écouteurs sans fil, tout ce qui est Bluetooth, etc. Et ce qui est aujourd'hui pas la majorité, mais en tout cas qu'il y a eu un énorme boom en termes de vente, et en fait ils ont démarré trop tard. Donc finalement ils ont un peu splitté leur focus, ce qui est un peu plus compliqué. En plus, afin de réduire afin d'être plus efficaces, ils ont, en tout cas je sais pas la raison en fait finalement, mais en tout cas ce qu'on sait c'est qu'ils ont annoncé qu'ils allaient supprimer 650 emplois, et donc du coup aussi le fait de réduire leur masse salariale fait qu'ils doivent se recentrer sur un cœur de métier. Donc c'est assez logique qu'ils se recentrent sur le B2B qui est quand même le cœur de métier de Sennheiser. Donc à voir, ils voudraient quand même faire plutôt un partenariat que céder entièrement la partie consommateur, mais à voir en tout cas ce qu'ils arrivent à avoir comme affaire. On vous tiendra évidemment au courant de l'évolution de Sennheiser de ce côté-là. Et puis l'autre brève que je voulais mentionner ce matin concernant le hardware en son, en audio, c'est du côté de Devialet. Alors je ne sais pas si on dit Devialet ou Devialet, voilà. Petit débat de prononciation dans la chatroom. Dites-moi comment vous souhaitez que je le prononce, ou comment vous pensez qu'on doit le prononcer. Devialet ou Devialet. A priori, il n'y a pas d'accent, donc ça serait Devialet. Mais bon, moi je l'ai... fait chier, j'ai un Sennheiser en casque perso. Ben, Nali et Eric, il faudra peut-être regarder plutôt la gamme Pro la prochaine fois, qui sera sûrement plus chère. Mais ouais. Garde-le précieusement, ton Sennheiser. On nous dit Devialet, avec comme le numéro 2, Devialet. Ok, et ben c'est bien noté la chatroom, c'est Devialet. Merci pour cette petite correction, c'est noté. Bof, sur Notech, on prononce les trucs comme ça vient. C'est pas faux, Lex, c'est pas faux. Mais bon, je voulais quand même avoir un peu l'avis de la chatroom. Je m'interrogeais. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? Eh ben, Devialet fait face à des plaintes clients qui concernent notamment ces écouteurs Gemini. Vous savez, les écouteurs Bluetooth True Wireless Gemini qu'ils ont sortis récemment. Et donc, il y a pas mal de petits problèmes qui sont remontés par les clients, notamment des problèmes de configuration, d'appairage, de recharge avec des écouteurs qui ne se rechargent pas à la même vitesse, etc. Et donc, c'est assez problématique. Ils se sont même exprimés suite aux différentes plaintes. Donc Devialet s'est exprimé en disant: nous avons décidé de travailler à une mise à jour afin d'optimiser l'expérience utilisateur. Elle améliorera et simplifiera l'utilisation des Gemini. Dans l'attente de cette mise à jour, nous avons décidé de suspendre momentanément les livraisons de produits, et la priorité de Devialet est la satisfaction de ses clients, et nos équipes y sont pleinement mobilisées. Donc petit couac, voilà. Donc la bonne nouvelle, encore une fois, il faut prendre un peu de recul et pas s'enflammer non plus. C'est pas une catastrophe pour Devialet, surtout qu'ils ont réagi de manière constructive. A priori, c'est pas un problème matériel, donc il n'y a pas de... C'est vrai que c'est un peu... Je vous ai fait un peu une mauvaise brève dans le sommaire quand je vous ai présenté la news. Ils vont pas faire un rappel de produit, puisqu'en fait, d'un point de vue matériel, il n'y a pas de souci. Ils vont suspendre la vente uniquement pour pas créer des mauvaises expériences, et ils vont travailler à une mise à jour software. Là, c'est la bonne nouvelle, c'est que du coup, ce genre de problème va pouvoir être corrigé avec une mise à jour software. Donc, soit il faut être un petit peu patient, soit vous pouvez aussi demander à renvoyer le produit et vous faire rembourser intégralement. Ce qui est aussi, encore une fois, montre la bonne volonté aussi de la marque ici. Donc, voilà. Donc encore une fois, l'enjeu ici pour Devialet, c'est évidemment de garder l'intégrité de la marque, de l'image de marque, de qualité et d'attention à l'expérience client pour Devialet. Et donc là, a priori, ils sont quand même sur une bonne pente. En tout cas, c'est vrai qu'a priori, il y a eu des très bons retours sur leurs écouteurs True Wireless, notamment qui bénéficieraient d'une très très bonne qualité sonore. Nous, on les a pas testés sur la chaîne, donc pas la peine de me demander ce que j'en pense ou ce qu'on en pense. On les a pas testés sur la chaîne. Voilà.
Mais en tout cas, voilà, petit couac, mais ça arrive. Et c'est vrai que c'est aussi le problème quand on se lance notamment sur des produits grand public, ce qui n'était pas le cas pour De Vialet, puisqu'ils étaient sur de la niche haut de gamme. Et ben, quand on se lance sur du grand public, évidemment, ça fait plus de buzz quand il y a un problème. Voilà. Mais ils ont plutôt bien géré ça. Et puis du coup, voilà, je vous disais que je voulais un petit peu parler de l'audio, du contenu audio et ce qui se passe aujourd'hui en 2021 sur ce sujet-là. Il y a un très très bon article, je ne fais que des louanges sur Axios ce matin, mais voilà, c'est important de dire quand on apprécie une source d'information particulièrement. Ce matin, Axios, encore une fois, ils avaient, ou en tout cas ils l'ont publié lundi, ils ont publié un article, encore une fois, très très court. C'est vraiment des articles lapidaires qui résument l'information et les enjeux, les problématiques sur un sujet donné de manière voilà, très concise et efficace. Et donc là, ils parlent un petit peu justement du boom de l'audio durant la pandémie. Qu'est-ce que ça veut dire, d'où ça vient et qu'est-ce que ça veut dire, voilà, quels enjeux ça soulève pour le futur. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'ils notent que justement, il y a une adoption de masse de tout ce qui est écouteurs et casques sans fil, de tout ce qui est de smart devices, donc tout ce qui est smartphone, lecteur, etc., Apple Watch et compagnie, et le fait que les gens sont également chez eux toute la journée et pas dans des espaces publics, a créé un environnement extrêmement favorable à tout ce qui est du contenu audio. Et je ne parle pas du contenu vidéo, c'est-à-dire vidéo et audio. Je parle vraiment du contenu audio uniquement. Et c'est ça qui est très très intéressant. Et donc du coup, suite à ce contexte extrêmement favorable au contenu audio, les sociétés tech sont en train de s'arracher un petit peu les parts de marché sur c'est pas nouveau secteur, mais ce secteur en tout cas en pleine expansion. Rappelez-vous, là, tout 2020 et début 2021, mais tout 2020, on n'a pas arrêté de parler des studios de podcasts qui étaient rachetés, les podcasts qui sont intégrés à Spotify, à Amazon Music, etc. On a notamment Twitter qui parlait de sa nouvelle fonctionnalité Spaces. On a le boom de Clubhouse dont on n'arrête pas de parler également. Et donc ça, c'est vraiment assez intéressant. Ça montre aussi que l'audio permet aussi une certaine accessibilité au contenu, puisque évidemment on a ça donne, on n'a pas besoin d'avoir une bonne vue pour pouvoir profiter du contenu audio. Alors vous allez me dire que ceux qui sont malentendants vont avoir justement pas d'accessibilité sur ce type de contenu, mais voilà. Et c'est également une nouvelle zone pour les créateurs de contenu avec des nouveaux challenges, notamment en termes de modération de contenu. Parce que tout ce qui est audio, live et donc éphémère, voilà, c'est un cumul de complexité en termes de modération qui est assez intéressant. Ce qui est intéressant également, c'est que l'aspect audio donne une certaine intimité. Voilà, on est tous là avec notre musique, nos écouteurs, et ça nous permet aussi de reconnecter avec le monde extérieur, tout en faisant autre chose, en continuant à travailler, en faisant nos tâches chez nous, etc. Mais c'est vrai que du jour au lendemain, on a pu constater que tout ce qui était les fonctionnalités de chat audio sont devenues vraiment une priorité chez les sociétés tech, puisque aujourd'hui, c'est ce que je vous disais, hein, on a du côté de Facebook, puisqu'on a Mark Zuckerberg sur Facebook qui est en train de développer cet aspect de chat audio sur Facebook. On a Mark Zuckerberg et Elon Musk également qui ont fait des apparitions sur Clubhouse, donc qui montrent bien aussi que ces espèces de rooms audio de discussion, les gens peuvent discuter entre eux. C'est la différence avec les podcasts, hein, c'est que là, on peut interagir en live avec les personnes, alors que le podcast, c'est une diffusion de contenu à sens unique. C'est ça qui est intéressant en termes de différence. On a également, donc, comme je vous disais, Twitter qui est en train de lancer Spaces. Voilà, on a vraiment tout cet aspect social autour du chat audio qui explose actuellement, ces conversations audio éphémères qui explosent et qui permettent de reconnecter les gens entre eux alors qu'on est obligé de garder une certaine distanciation sociale, physique.
Ah, Nicolas, t'as raté le mug. Ben voilà, le mug redémarre à partir d'aujourd'hui. Donc tu pourras regarder le replay pour aujourd'hui et tu pourras suivre demain également. Je dois déjà être vieux jeu, être alors parce que les messages audio Messenger par exemple, j'ai prévenu tout le monde que je ne les écoute pas. Je trouve ça insupportable et pas discret. Voilà, après on aime ou on n'aime pas, hein, mais en tout cas c'est vrai que le contexte encore une fois où on est chez soi, et c'est vrai qu'encore une fois tu disais c'est pas discret, c'est sûr qu'on n'a pas forcément envie d'écouter les messages audio dans l'environnement de son open space comme ça. Alors qu'en fait comme il y a beaucoup de personnes qui sont confinées chez elles, finalement cette barrière de l'intime, elle n'y est plus parce qu'en fait tu es chez toi. Donc finalement, cette barrière descend. Alors tout le monde ne travaille pas chez soi, évidemment, hein, mais il y a énormément encore de personnes qui sont confinées. Enfin, moi, c'est le cas. Hein, je suis pas retournée au boulot depuis... je me demande si c'était pas en juillet la dernière fois, peut-être une fois en septembre, une ou deux fois en septembre, mais voilà, j'ai pas vu les locaux depuis pas mal de temps là. Donc c'est ça qui est intéressant aussi. Et ce qui est également aussi intéressant, comme je vous disais, le marché des écouteurs sans fil, des casques sans fil a surpassé, donc c'était bien ça, j'avais raison, a surpassé celle des casques et des écouteurs filaires l'année dernière. Donc ça c'est quand même énorme. Qu'on soit pour ou contre en termes de qualité de son, factuellement, la vente d'écouteurs et de casques sans fil a surpassé le marché des écouteurs et des casques filaires. Et ça, rien que ça, c'est assez énorme et ça montre la tendance du marché et l'évolution des usages. Où on est prêt à faire, en tout cas les consommateurs et le grand public sont prêts à faire un compromis sur la qualité audio pour bénéficier d'un usage plus facile, moins de contraintes. Et j'en fais partie. C'est-à-dire que moi j'ai de nombreuses discussions, notamment on en a discuté avec Pepe Garcia, avec des fans qui sont vraiment pointus en termes son, et ça je peux mais complètement comprendre. Mais en fait, je suis également designer produit et utilisatrice, et pour moi la facilité d'utilisation va primer finalement sur la qualité sonore, surtout quand je suis dans un mode de déplacement ou lorsque j'utilise mes écouteurs. C'est-à-dire que si j'ai envie d'écouter, d'apprécier le son, je vais être chez moi, sur mes enceintes, avec ma platine vinyle. Voilà, si j'ai vraiment envie de profiter du son. Mais pour ce qui est de tous les jours et de l'aspect pratique, les AirPods ou en tout cas mon casque sans fil, etc., je vais les privilégier. Et a priori, c'est la tendance du grand public aujourd'hui. Encore une fois, grand public. Il y aura toujours des personnes, heureusement, qui seront quand même plus axées sur la qualité du son et c'est normal. Mais en tout cas, le marché des écouteurs et casques sans fil a surpassé le marché filaire. Et ça, rien que ça, c'est quand même très, très important. Autre chose assez important, presque 40% de la population américaine utilise les assistants vocaux. Donc là aussi, on a encore une grosse évolution de l'usage de ces assistants vocaux. C'est très très intéressant comme signal. Quelque chose qui était plutôt balbutiant depuis quelques années. Et là, encore une fois, du côté musique, audiobook et podcast, là aussi, on a une croissance qui arrive. On va atteindre jusqu'à 10 milliards de revenus, une croissance de 19% depuis l'année dernière sur ce marché. Donc là, encore une fois, on a quelque chose qui mûrit. On a les audiobooks qui se propagent. Moi, je ne sais pas de votre côté, mais j'entends de plus en plus de personnes autour de moi qui disent écouter des audiobooks. Je sais que Patrick Béja, par exemple, écoute les audiobooks. Moi, j'ai encore un petit peu du mal parce que personnellement, les audiobooks, je vais avoir du mal à garder mon attention persistante, mais c'est vrai que je l'utilise pour des livres où j'ai du mal à lire, où j'ai mon attention qui perd un petit peu, notamment peut-être des livres plutôt professionnels, où je ne vais pas être prise par l'histoire. Je vais potentiellement utiliser l'audiobook que je trouve plus facile. Mais si j'ai vraiment envie de lire un roman, etc., je vais préférer lire. Voilà, à mon rythme, et pouvoir vraiment rentrer et être active dans la consommation de ce contenu-là. Je trouve que voilà, c'est pas le même comportement entre audio et lecture.
Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Spotify dit aujourd'hui qu'ils accueillent plus de 2,2 millions de podcasts, alors qu'en 2019, ils en avaient seulement 700 000. Seulement 700 000, mais bon voilà, entre 700 000 et 2,2 millions en 2021, début 2021, c'est plus du double. Donc on voit aussi qu'il y a un intérêt qui a été boosté depuis 1 ou 2 ans. Voilà, et il y a eu, comme je vous disais tout à l'heure, une série d'acquisitions dans le domaine podcast et audio assez impressionnante avec les sociétés de podcast qui ont été rachetées et qui cherchent de plus en plus de monétisation, et notamment monétisation du côté de Clubhouse, où on pense notamment à des conférences, etc., des tickets qui vont être vendus, etc. Donc ça, c'est assez intéressant également. Donc voilà un petit peu les tendances générales du côté de l'audio. Je trouvais ça intéressant de mêler à la fois le contexte social de la pandémie, de la crise sanitaire et du fait que de nombreuses personnes restent chez elles, au fait qu'il y a eu un boom dans l'achat de devices, de hardware sans fil, et aussi du coup la généralisation de ce contenu audio et les nouveaux enjeux de modération que ça pose, notamment sur les plateformes sociales. Ça sera très intéressant à suivre en 2021. Je pense que ça sera un des enjeux majeurs qu'il faudra suivre. Voilà pour l'audio. Je vous propose de terminer avec la petite cerise sur le croissant. Je ne pouvais pas terminer l'émission ce matin sans vous parler un petit peu de la nouvelle pour TF1. Cocorico quand même, c'est important de parler de ce qui se passe chez nous. Et qu'est-ce qui se passe? TF1 se renouvelle, et donc c'est bien. Qu'on aime ou pas TF1, on n'est pas là pour juger le contenu de la chaîne en elle-même, mais c'est en tout cas intéressant de parler un petit peu de leurs efforts, notamment pour adresser leur audience. Et là, ils s'intéressent notamment à conquérir un nouveau public, un public plus jeune, qui ne suit pas forcément les journaux de 13h ou de 20h. Et donc, du coup, ils ont lancé plusieurs initiatives, ou en tout cas, ils ont plusieurs initiatives dans les cartons, pour cibler cette nouvelle audience, ce nouveau public. Et donc, justement, ils prévoient notamment... donc, qu'est-ce qu'ils ont fait notamment? On a... alors, attendez, c'est pas dans l'ordre, dans l'article. Fin janvier, TF1 notamment s'était associé à TikTok pour une opération de sensibilisation des jeunes à l'information. Et ils avaient notamment été invités, en tout cas les TikTokers, les personnes sur TikTok, avaient été invités à réagir à l'actualité qui a marqué 2020 lors d'un challenge. Les challenges, c'est quelque chose qui est très très répandu sur TikTok, qui génère justement le buzz, le mouvement, l'engagement sur le réseau social. Et le challenge qui s'appelait #7newski, et qui a été initié par 20 personnalités de TF1 justement, et qui a suscité plus de 37 millions de vues selon le groupe. Et ils avaient également organisé un live et des masterclass pour dévoiler les coulisses de l'info. Plus de 90 000 vues en moyenne. Donc là, c'était assez intéressant justement de pouvoir faire une rétrospective sur les actualités qui avaient marqué 2020. 2020, très riche en actualités, et riche en actualités qui a fait réagir également. On en a beaucoup parlé notamment sur Twitter. C'était une année forte pour Twitter, que ce soit lié à certaines personnalités ou non d'ailleurs. Et puis, qu'est-ce qui se passe là prochainement? Eh ben, à partir de mars, pour TF1, on aura donc une émission qui sera lancée sur la plateforme de streaming Twitch, donc là où on est ce matin, justement, qui a été déjà investie par France Télévisions justement, avec son journaliste Samuel Etienne. Mais voilà, on aura donc une émission officielle, nouvelle émission officielle à partir de mars. On n'a pas beaucoup plus d'informations sur le sujet. Autre projet sur les rails pour la fin de l'année, et qui est une première mondiale d'après TF1, c'est un JT personnalisé. Alors pourquoi personnalisé? Il est tout simplement conçu comme un nouvel usage du replay, et que je trouve assez intéressant justement. Donc ça, c'est expliqué par Yannick Kézard, qui est responsable de l'innovation pour l'information de TF1. Et en gros, il explique que concrètement, l'usager pourra choisir la durée du JT et également préciser ses thèmes de prédilection, comme le sport, l'environnement, tout en restant soumis à un tronc commun de l'information, de l'actualité. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'il y a cette notion de tronc commun
ce qui va assurer de ne pas rater les informations phares et cruciales qui font l'actualité en France et dans le monde, mais tout en enrichissant des sujets favoris et de ne pas rater à côté de ne pas passer à côté de ces sujets favoris et en respectant aussi le format condensé ou pas en fonction de certaines personnes qui préfèrent passer plus de temps à voir le JT ou certaines personnes qui ont peu de temps et qui souhaitent avoir quelque chose vraiment en petite dose d'information, donc choisir sa durée. Et je trouve que la démarche est particulièrement intéressante. Alors ça soulève évidemment des challenges en termes de production du JT, comment ils vont devoir prévoir des coupures et des formats plus ou moins concis d'une même news, etc. Ça m'a un peu fait penser notamment à le contenu de Down Dog. Alors, pourquoi je vous parle de Down Dog ou de yoga, maintenant l'application s'appelle Yoga. Pourquoi je vous parle d'une application de yoga ? Tout simplement parce que les cours sont préenregistrés. Et en fait, vous pouvez paramétrer vos cours. C'est-à-dire, moi, je suis à un niveau débutant 2, je veux un rythme plus ou moins rapide, je veux telle durée de cours et je veux un focus sur telle partie du corps pour renforcer telle partie du corps. Et donc, en fonction de ces critères-là, ça va vous composer des cours adaptés à vos envies. Et donc là, c'est un peu la même chose, mais avec le JT de l'information. Vous choisissez la durée, vos thèmes de prédilection, et vous avez quand même une trame commune. Voilà, pour qu'il y ait une cohérence dans l'information, comme il y a une cohérence dans le cours de yoga entre les enchaînements des différents exercices. Donc ça, c'est assez intéressant comme démarche, et je serais très très curieuse d'en savoir plus sur comment ils pensent produire ce type de JT personnalisé. On a encore le temps, puisque c'est prévu pour la fin de l'année 2021, mais je trouve ça particulièrement intéressant comme démarche, et c'est peut-être le futur de l'information. On parlait également de comment éviter ces bulles, ce phénomène de bulles sur les réseaux sociaux, comment s'assurer que les gens voient les points de vue de différents positionnements politiques, et éviter d'avoir des œillères sur les différents enjeux et arguments. Ça veut peut-être dire revenir à un espèce de tronc commun, tout en gardant des focus en fonction des intérêts des personnes. À voir. En tout cas, je trouve que c'est intéressant comme démarche. Ce tronc commun est indispensable, l'accès à l'info est déjà beaucoup trop segmenté. Oui, c'est un peu le problème qu'on voit sur les réseaux sociaux, moi je trouve. Trop faible, lancer une campagne de com sur Twitch ou TikTok, ce sont les programmes et la couleur de la chaîne qui sont à revoir. Je suis pas d'accord avec toi, Captain Bibit. Je pense que le média que tu choisis peut conditionner le type de contenu et le formatage des programmes. Et heureusement, le média va conditionner et influencer la forme de ton programme et la manière dont tu t'adresses à ton audience. Et c'est ce qu'on a vu déjà avec TikTok, Snapchat, etc. et Twitch. Il y a une nécessité d'adaptation. Donc finalement, le fait de venir sur Twitch, ça va permettre potentiellement à TF1 d'atteindre et de s'adapter aux envies et à une audience différente, plus jeune, qu'ils souhaitent conquérir. Donc non, je pense que c'est intéressant comme initiative. Et c'est normal. Twitch aussi, ils essayent de sortir de cette bulle gaming pour se diversifier. C'est aussi l'enjeu pour accroître leur base d'utilisateurs. Faut pas être naïf là-dessus. L'enjeu de Twitch, c'est d'avoir plus d'utilisateurs mensuels actifs. Je lis un petit peu vos commentaires. Non pas que j'ai la phobie des grandes chaînes, mais est-ce que c'est pas un mal de voir débarquer des chaînes sur Twitch au-delà du fait que ça puisse apporter du positif à côté ? En fait, ce qui serait intéressant, c'est pourquoi ça serait négatif, pourquoi ça serait un mal dans ton commentaire. Pourquoi tu penses ça ? Parce que tu te dis que ça va attirer des personnes qui vont pas être
vrai à l'ADN de Twitch. Qu'est-ce que ça veut dire ADN de Twitch? Encore une fois, si tu veux garder uniquement des personnes qui ont un intérêt dans le gaming sur Twitch, je pourrais dire que du coup le mug n'a pas sa place également sur Twitch parce qu'on ne parle pas de gaming. On en parle des fois, mais on n'est pas centré sur le gaming, on est centré sur l'actualité tech. Donc est-ce qu'on a notre place finalement sur Twitch? On pourrait en discuter également. Je pense qu'encore une fois, c'est une question de goût et de couleur. Et ça montre le progrès que fait Twitch aussi. Sur TF1, les séries françaises marchent très bien. Exemple, Demain vous appartient, qui a commencé en 2019. 3 639 000 téléspectateurs, soit 18,7% de part d'audience. Ouais. Oui, TF1 essaye de se renouveler, c'est normal. Enfin, heureusement, c'est bien. Depuis que Twitch fait autre chose que du gaming, je m'éclate sur Twitch. Bah voilà, ça attire plus de monde, plus de profils variés. Et ça peut enrichir aussi les discussions. Ça dépend pourquoi ils viennent et ce qu'ils vont vous apporter. Exactement, Guy Vaea. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Quand tu regardes des émissions comme Popcorn sur Twitch, la télé est déjà là. C'est pas faux. C'est pas faux, c'est pas faux. Et je pense que peut-être on n'est pas la cible aussi qui regarde énormément TF1. En tout cas, moi, je regarde pas la télé. Voilà, avec Jérôme, on ne regarde pas la télé, c'est pas une blague. Donc c'est vrai qu'on ne connaît pas très bien les programmes proposés par TF1, mais au-delà d'aimer ou pas les programmes de TF1, c'est quand même assez intéressant comme tendance de voir qu'un média mainstream se porte sur une plateforme qui reste encore émergente aujourd'hui. Et ça va permettre aussi potentiellement une meilleure monétisation des contenus aussi sur Twitch. Voilà. Voilà, écoutez, les 9h21, c'est la fin de l'émission. J'espère que ça vous a plu. Je vous remercie en tout cas de m'avoir suivi ce matin. C'était un plaisir de vous retrouver après une semaine de pause. On se retrouve demain matin, ou en tout cas vous retrouvez demain matin à 8h Guillaume. Et vendredi, évidemment, vous retrouvez Jérôme également pour le mug. Je vous souhaite à tous une excellente journée et à très bientôt. Bye bye.